Merci. Je vais commencer par faire juste deux petites remarques personnelles. Je vais me permettre ça. Je dois dire que là, cette communication que je vais faire, elle a été très largement nourrie justement par le colloque dont parlait tout à l'heure Emmanuel et que j'ai organisé avec Nathalie De Smet, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je le dis, pour citer son nom, parce que je lui dois beaucoup. J'ai bénéficié de ses contacts, j'ai bénéficié de son expérience puisque elle-même a une activité de critique. Et donc, je voulais juste le dire. Voilà. Une autre petite chose, un tout petit peu personnelle aussi, mais qui va être pour moi une manière d'entrer dans cette communication, c'est finalement pourquoi est-ce que je me suis mise à travailler sur la critique. Ça peut paraître peut-être un peu bizarre, mais, ou en tout cas ça me paraît bizarre, plus exactement, mais je dirais à l'origine de ce travail, il y a mon métier d'enseignante qui fait que j'ai été forcément face à une question qui est mais comment est-ce qu'on écrit sur les œuvres, comment est-ce qu'on parle des œuvres d'art, et puis aussi comment on fait écrire, comment on fait parler des étudiants sur les œuvres. Et donc cette difficulté, on va dire, a fait que je me suis intéressée de façon assez générale à la littérature critique. Ici, entendez le mot littérature dans un sens quantitatif, pas qualitatif, c'est-à-dire tous les textes sur, comme on pourrait dire, je ne sais pas, la littérature scientifique, et pas la littérature avec un grand L. Bon, alors, comme je suis en art plastique, j'ai évidemment aussi été amenée à situer cette interrogation dans le monde contemporain, et ce faisant, donc, dans l'actualité. Et donc, j'ai été amenée à poser la question de la critique aujourd'hui. Et vous entendez dans cette petite remarque introductive, comme ça, que, évidemment, chose dont on a déjà pas mal, qu'on a pas mal évoqué aujourd'hui, cette question de l'actualité, elle est évidemment une des grandes difficultés, en fait, de la critique, de l'actualité, de l'absence de recul historique. Bon, il me semble qu'on est d'accord sur ce dont on parle. Il y a quand même juste encore une toute petite, peut-être, précision que je pourrais donner à propos de la critique, parce que ce n'est pas une chose qui a été évoquée, et c'est peut-être quelque chose, par contre, que je vais remettre en question. C'est que généralement, quand on parle de texte critique, on parle d'un texte dont la lecture est décalée par rapport à l'expérience de l'œuvre. Et il y a aussi dans ce décalage quelque chose probablement à penser, c'est-à-dire la lecture du texte de la critique est toujours, enfin oui, est une lecture, on va dire, in absentia, pas au moment de l'expérience. Alors évidemment, pour le théâtre, ça vous paraît évident. Pour les arts plastiques, c'est moins évident. Voilà. Alors, je commençais donc à m'intéresser à la critique en théoricienne et j'ai été assez rapidement, finalement, étonnée par ce qui va paraître peut-être comme une évidence, à savoir que il y a, d'une part, peu de textes théoriques sur la critique de l'art visuel, et d'autre part qu'il y a une sorte de quasi-unanimité, quand on lit des choses comme ça sur la critique, une quasi-unanimité sur l'idée qu'il y aurait une crise de la critique. Ça m'a assez étonnée. Bon, sur cette question du visuel, évidemment, on se doute bien qu'une des difficultés de la critique en art plastique, on va dire, c'est évidemment ce passage, que c'était évoqué aussi ici par d'autres chemins, ce passage du visuel au langage. Mais enfin bon, je me suis dit que ça ne pouvait pas, évidemment, cette difficulté ne peut pas justifier cette espèce de rareté des textes. Et donc, je me suis demandé, enfin, pour essayer de comprendre cela, s'il ne fallait pas essayer de voir finalement s'il y avait des conceptions de l'art qui tendraient à favoriser l'exercice de la critique et d'autres conceptions qui tendraient au contraire à les, on va dire, disqualifier. Et quelle était finalement la place et quelle était la place de la critique dans le monde d'aujourd'hui. Bon, je vais donc essayer de vous parler de la critique actuelle. Bon, dans le texte, dans le titre, j'ai marqué post-critique. Bon, je ne suis pas du tout sûre de cette expression. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas.
c'est une critique qui n'est pas, on va dire... un tel succès, ouais. post-modernité, post-dramatique. Voilà, c'est ça, post. Bon, disons, voilà. Non, mais écoutez, je ne sais pas, franchement, c'est pour la distinguer avec une certaine pratique assez traditionnelle de la critique, où on critique, on évalue l'œuvre et l'œuvre en tant que telle, en tant qu'œuvre. Voilà. Bon, évidemment, hein, cette post-critique ou cette critique, hein, comme ça a été dit aussi aujourd'hui, et là je vais reprendre une expression de James Elkins, c'est une critique océan, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement hétérogène et que dans le fond, si on veut approfondir un peu des questions théoriques, on est obligé de se fixer sur tel type de critique, dans tel contexte, avec telle fonction, tel type de discours, etc. etc. Bon, voilà. Donc, vous avez compris, ceci étant dit, mon objectif ici, c'est finalement non pas de vous proposer une sorte justement de paysage de ce que serait la critique de l'art contemporain aujourd'hui, mais plutôt de voir sur quoi elle repose. Sur quoi elle repose. Et ça, on va dire, dans une perspective un peu philosophique, bon, je dis un peu parce que je ne suis pas philosophe, un peu historique, je ne suis pas historienne, et puis aussi un peu sociale. Voilà. Alors commençons donc par cette première perspective, hein, la critique actuelle, la post-critique, hein, dans une perspective historico-sociale. On constate qu'un rapport assez négatif, de façon assez un peu générale, aux commentaires et aux discours sur les œuvres, voire un dénigrement des discours, est généralement articulé à la conviction, je vais dire conviction, c'est vraiment, oui, à la conviction que l'ordre du visuel et l'ordre du langage sont des ordres qui sont séparés. À partir de cette idée, évidemment, on comprend bien que l'objet plastique, l'œuvre, la peinture, la sculpture, l'installation, voilà, est considéré comme exclusivement visuel. Exclusivement visuel, c'est-à-dire, dans le fond, c'est un objet silencieux qui est fait pour être regardé, qui n'a pas besoin de discours pour être appréhendé, hein, d'une certaine manière, il est autosuffisant. Voilà. Bon, cette conviction, elle se retrouve, plus exactement, elle est parfois mise en parallèle avec l'art descriptif, les descriptions, hein, toute description, et ici traditionnellement, hein, de penser à des, je ne sais pas, une image de Vermeer, où la reconnaissance de ce que vous voyez, l'identification finalement de ce que l'on voit, est simplement subsumée à la reconnaissance du motif. Ah bon, il s'agit d'une vue de Delft. Voilà. Il semblerait, ici je me réfère à un texte de Svetlana Alpers, sur justement la peinture hollandaise du XVIIe siècle, que cette attitude a évidemment généré un certain doute à l'égard des commentaires. Alors, au XXe siècle, quand s'est opérée la rupture avec début du XXe, la rupture avec la représentation mimétique, cette stricte séparation entre l'ordre du visuel et l'ordre du langage s'est maintenue dans certaines approches de l'art. Alors, on pourrait penser à des conceptions réalistes, je veux dire réalistes dans un sens philosophique, et je vais faire une paraphrase d'une phrase de Georges Didier Huberman, des conceptions selon lesquelles je vois ce que je vois et au-delà, il n'y a rien à dire. Je pense que Didier Huberman dit, je crois, je ne suis pas sûre, je vois ce que je vois et le reste, je m'en balance. Au contraire aussi, des conceptions métaphysiques, ici on pourrait penser à Kandinsky, hein, selon lesquelles les œuvres visuelles manifestent l'indicible, une sorte d'au-delà du langage. Évidemment, avec ces approches, je dirais, avec ces approches qui tentent à considérer que l'ordre du langage et l'ordre du visuel sont séparés, eh bien, je suis perdue, attendez, j'arrive, je reviens. Voilà. On va trouver l'idée que le discours, et donc le discours critique, opère une sorte de réduction par le langage
soit de la présence de l'œuvre, de sa stricte présence, soit de sa puissance conceptuelle, de sa puissance spirituelle. Donc, on va avoir évidemment des conceptions de l'art qui vont tendre à ne pas favoriser la production critique, hein, et donc fatalement manifester peu de soucis aussi pour la réflexion métacritique. Alors il existe un point de vue opposé à cette stricte séparation entre l'ordre du langage et l'ordre du visuel, qui est au contraire celui d'une intrication très ferme entre ces différents ordres. Alors il faut dire quand même que, encore une fois, traditionnellement, ce point de vue a plutôt été celui de l'art narratif, que justement Svetlana Alpers oppose à l'art descriptif. L'art narratif, hein, selon lequel justement hein, l'œuvre d'art, elle raconte une histoire, hein, c'est le Pictura Poesis, elle raconte une histoire, en fait elle se réfère à un texte. Voilà. Alors au début du XXe siècle, quand s'est opérée toujours la même rupture avec la représentation mimétique euclidienne, hein, a émergé la conviction que dans le fond, justement, les différents ordres, alors ordre du langage, mais aussi l'ordre de la perception sensorielle, de l'expression sensible, de la connaissance, des connaissances rationnelles, que ces différents ordres étaient intriqués. Et certains artistes, dès le début du XXe siècle, ont commencé à réaliser des œuvres qui faisaient réagir, hein, interagir plus exactement ces différents ordres. On peut penser évidemment, dès le début du siècle, hein, je ne sais pas, Picasso, les cubistes, je ne sais pas, Picabia, je ne sais pas si vous voyez cette œuvre qui s'appelle L'œil cacodilate. Bon. Alors évidemment, du point de vue de la critique, cette conviction, évidemment, elle a aussi un impact. C'est-à-dire que cette même conviction, elle va évidemment à l'encontre de l'idée que l'œuvre est un objet en soi, en tant que tel. Alors cette idée, elle va se maintenir pendant tout le XXe siècle, donc je ne vous raconte pas une histoire comme ça linéaire, mais plutôt, on va dire, des mouvements, des dynamiques, des appréhensions comme ça assez générales. Hein. C'est donc une idée qui a, au contraire, ouvert la porte à la conception de l'œuvre d'art comme un objet situé. Évidemment, si l'œuvre d'art est un objet situé, alors la connaissance, la compréhension, la réception de l'œuvre d'art implique évidemment hein, que l'on tienne compte justement de cette situation, c'est-à-dire que l'on tienne compte de ces conditions d'exposition, à côté de quelles autres œuvres elle est exposée, quelles ont été ses conditions de réalisation, etc., etc. C'est-à-dire l'œuvre n'existe pas en dehors d'un contexte qui lui donne son sens. L'œuvre est relative aux autres œuvres dont elle est contemporaine, aux autres œuvres qu'elle côtoie. L'œuvre est aussi finalement déterminée par les gens qui la regardent et qui l'interprètent. Hein. Et donc vous voyez que là, hein, le rapport à la critique est tout à fait transformé. Alors aujourd'hui, cette volonté d'imbrication entre l'ordre du langage et l'ordre du visuel, mais il faut aller plus loin, on va dire entre le sensible et le cognitif, ou entre l'artistique et le théorique. L'art contemporain est très conceptuel, hein, c'est-à-dire qu'il joue bien souvent, enfin peut-être pas le mot jouer, mais il se situe bien souvent hein, justement dans cette zone comme ça, qui est un peu une zone, je ne sais pas s'il faut dire imprécise, mais c'est une zone double où justement, oui, il est question de connaissance, de savoir, de réflexion, et aussi bien sûr de sensible et de sensorialité. Donc, cet art ouvre aujourd'hui, me semble-t-il, sur des expériences inédites, tant du point de vue de la création que du point de vue de la critique, qui vont donc générer des objets qui vont être éventuellement des textes ou des images-textes, hein, des objets qui peuvent avoir un statut hybride, hein, c'est-à-dire qu'à la fois on a un texte
qui construit l'œuvre et qui donc finalement est agglutiné à l'œuvre, qui est presque collé à elle, enfin, qui devient inséparable de l'œuvre, ou alors un texte qui éclaire l'œuvre de manière plus traditionnelle, ou un texte qui fait œuvre à son tour, c'est-à-dire, vous voyez, des objets qui sont critiques, mais qui acquièrent un statut, je dirais, oui, un statut particulier, de même d'ailleurs que le statut finalement de leur auteur peut être aussi un statut hybride. Vous allez écouter et voir ou, je ne sais pas, regarder, lire, je ne sais pas exactement, Fabienne Radi samedi, enfin nous allons... voilà quelqu'un qui est une artiste, qui est une plasticienne, mais elle écrit des critiques sur d'autres artistes, elle écrit des critiques qui se constituent à partir bien souvent de confrontation d'images et de confrontation d'œuvres, c'est-à-dire qu'elle va mettre en rapport justement l'œuvre plastique dont elle est en train de parler avec, je ne sais pas, des images d'un film qu'elle a vu ou qui appartient à notre culture commune, etc. Elle va donc travailler à la fois des images, ses propres images, des images des autres et le texte, opérant des sortes de brouillages, il faut dire, qui sont parfois un peu difficiles, des brouillages d'identité, des brouillages de temporalité, de spatialité, des brouillages d'un peu tout, en fait, qui sont là j'imagine, pour générer des enrichissements mutuels qui sont là aussi comme des formes d'expérimentation, on pourrait dire, qui visent peut-être à revigorer notre esprit, je ne sais pas. Donc vous voyez des discours qui sont produits et qui reposent sur une sorte de... je ne sais pas, de non-séparation nette, finalement, entre l'œuvre et le texte sur l'œuvre, les relations entre l'œuvre et le texte sur l'œuvre s'étant transformées. Alors évidemment, il faudrait trouver des exemples, et puis il faudrait décliner, etc., etc. Je n'ai pas le temps, parce que je voudrais absolument reprendre la même question, mais dans une perspective tout à fait différente, et voir finalement si, prenant cette même question dans une autre perspective, non plus philosophique, enfin philosophique, oui, mais sociale, on peut arriver à une conclusion qui éventuellement croisera notre constat, enfin une conclusion, un constat qui croisera ce premier constat. Et donc, je retourne en arrière, je vais aller donc vers cette perspective sociale, historico-sociale. Alors donc, dans le cadre, on va dire, de l'art traditionnel, l'art figuratif, et là, qu'il soit descriptif, narratif, l'art alors grossièrement, entre la Renaissance et le 19e, à peu près, fin du 19e, on peut dire que les discours, les textes critiques qui accompagnent les œuvres, généralement, opère un tissage, effectivement, entre la perception visuelle et la compréhension linguistique, mais de manière assez évidente, assez transparente, assez immédiate, enfin. Le critique n'a pas besoin d'expliquer. Le critique, finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut dire ce qu'il voit, il peut nous raconter l'histoire que l'œuvre raconte, il peut dire ce qu'il ressent, ce qu'il vit, et puis il juge. Alors là, je me réfère, ça c'est important de le dire, parce que je vais me référer beaucoup à un texte de Boris Groys. Voilà. Il juge au nom du public qui lui est gré, finalement, de remplir ce rôle. Boris Groys dit que le point de vue du public devant une œuvre est celui... C'est exactement la citation. Et l'expression, c'est celui d'un observateur bien éduqué. Voilà. À la fin du XIXe siècle, en fait, là, on date ça particulièrement de Théodore Duret, je pense, qui est un critique très important de l'impressionnisme. Et au début du XXe siècle, la position et le rôle du critique dans ce triangle œuvre, critique, public, enfin, je ne sais pas si c'est un triangle comme ça, mais il y a 3 personnes, quoi, va se modifier. C'est-à-dire que
l'art qui n'est plus mimétique, justement, va exiger du spectateur que le spectateur soit, alors je cite Boris Groys, qui lui-même cite Kandinsky, que le spectateur soit capable, c'est ça la citation, capable de saisir la signification cachée de la forme et de la couleur pure. Ou encore, ici c'est Boris Groys qui parle tout seul, que le spectateur soit capable de soumettre son imagination à la loi de la stricte géométrie. Pensez à Mondrian. Hein. Ou encore, capable, là je n'ai pas besoin de vous dire de penser à quelqu'un, vous allez comprendre, capable de reconnaître un urinoir comme une œuvre d'art. Voilà. Les œuvres d'avant-garde, donc dès le début du XXe siècle, hein, qui sont abstraites, qui deviennent conceptuelles, qui deviennent difficiles, qui deviennent théoriques, poussent les critiques eux-mêmes à la théorie, hein, et du coup rompent avec cette sorte de critique de l'évidence et de critique de l'évidence du jugement, ou en tout cas de critique de l'évidence qui autorisait finalement assez facilement un jugement. Hein. Justement, j'aime pas, j'ai expérimenté, j'ai vécu vraiment des choses, ou pas, voilà. Donc, la critique, à partir de là, devient beaucoup plus interprétative, explicative. Dès lors, nous dit Boris Groys, le critique ne se pense plus vraiment comme la voix du public, mais comme quelqu'un qui sait. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de saisir les significations des œuvres. Il est devenu une sorte de savant entre les œuvres, des œuvres assez difficiles, plus ou moins opaques, et un public qui parfois se considère ou parfois est considéré comme incompétent. C'est-à-dire que le critique se met, c'est vraiment la thèse de Boris Groys, hein, ce que je vous dis là, mais c'est intéressant. Hein. Le critique parle au nom de l'art et tend à développer donc une position de surplomb à l'égard du public. Pour échapper au regard scrutateur des artistes, les critiques se mettent du côté des artistes, du côté des œuvres. Boris Groys dit même « les critiques font partie de cette, guillemets, nouvelle humanité ». Bon. Autrement dit, ils sortent de l'espace ordinaire, qui était celui qu'ils partageaient avec le public, pour rejoindre un espace spécifique, qui est l'espace de l'art, et c'est donc au nom de l'art qu'ils se mettent à parler. Donc vous voyez que ce que veut nous dire Boris Groys ici, c'est que les avant-gardes ont introduit une rupture dans la fonction et la place de la critique, qui n'est plus à distance de ce dont elles parlent, les œuvres, mais qui par contre se trouve à distance du public, qu'il est pourtant censé représenter. Autrement dit, pour traduire, hein, mais c'est traduire cette même idée, hein, on va dire la verticalité qui caractérisait la relation du public, du critique à l'art, cède la place à de l'horizontalité, c'est-à-dire que le critique devient un ami de l'artiste, enfin il est du côté de l'œuvre, du côté de l'artiste qu'il essaye de comprendre, hein, et d'une certaine manière, l'horizontalité qui était celle, hein, du critique avec le public se transforme en justement verticalité, position de surplomb. Voilà. Alors, à partir donc de ce texte, finalement, ce que dit Boris Groys, c'est que le critique se trouve, à partir de là, dans une situation duplice, c'est pas le mot qu'il utilise, mais bon, voilà, c'est quand même ça qu'il veut dire, une situation contradictoire, puisqu'il doit à la fois juger l'art au nom du public, conformément à la tradition de la critique, et il doit critiquer la société au nom de l'art. C'est-à-dire qu'on a une situation antagonique qui est intenable et qui précipite la critique dans une crise, puisque la critique rêve à la fois d'être dehors pour évaluer et dedans pour être le porte-parole des œuvres
et de l'artiste à partir de sa compréhension, de la compréhension intime qu'il peut avoir de son travail. Alors donc, vous voyez que l'autonomie fonctionnelle, ça c'est important, évidemment, il faudra en parler, on n'a pas le temps, l'autonomie fonctionnelle de l'art, qui s'est développée au XIXe siècle, avec justement, enfin non, je dis rien, qui s'est développée au XIXe siècle, a autorisé l'art à critiquer le monde. Conjointement, cette critique a renforcé d'une certaine manière la dépendance des artistes à l'égard des critiques, enfin pas que des critiques, c'est-à-dire que devenus autonomes, on va dire, les artistes ont eu besoin de soutien qui pouvaient venir des marchands, des collectionneurs, des critiques, des institutions d'exposition, etc., pour faire reconnaître leurs travaux et leurs œuvres. Autrement dit, l'autonomisation de l'art a induit un remaniement du fonctionnement du monde de l'art au cours du XXe siècle et aussi du XXIe siècle, hein, c'est encore contemporain. On va dire ce monde de l'art contemporain s'est transformé, parfois même contre sa volonté, parfois même contre ses propres discours, si on pense à la fameuse phrase « l'art c'est la vie ». Ce monde de l'art contemporain s'est transformé en un système quasi fermé qui tourne comme une machine avec plein d'engrenages. Disons, les engrenages, ce sont les acteurs du monde de l'art. Ces engrenages, évidemment, comme dans toute machine, ils sont absolument interdépendants. Donc, dans un monde, notre monde actuel, où règne un capitalisme quasi global, l'art contemporain fonctionne comme un système international où sont imbriqués marché de l'art, institutions privées, institutions d'État, lieux de conservation, lieux d'exposition, lieux d'apprentissage de l'art, lieux d'apprentissage des discours de l'art, lieux de la critique, lieux des supports d'information, etc. Et si vous avez bien entendu, ou écouté plus exactement, vous avez vu que je nous ai inclus dans l'affaire. La critique, donc, a perdu son autonomie. Évidemment, comme l'art, à l'intérieur de ce système fermé. Hein. L'art est peut-être bien devenu autonome par rapport au reste de la société, l'art contemporain j'entends, conjointement, il est devenu dépendant à l'intérieur du système de l'art. La notion de post-critique telle que l'utilise Alfoster ne se réfère pas tellement à une nouvelle forme de critique, c'est ce que je faisais dans la première partie de mon exposé, elle se réfère plutôt à ces conditions d'exercice de la critique. Pour Alfoster, les conditions post-critiques sont telles qu'elles ne permettent pas à la critique, qui est dépourvue de toute autonomie, d'exister. C'est une idée qui se trouve partagée comme ça, de manière, je dirais, simple, hein. Quand on entend dire que les critiques, de toute façon, sont des insiders qui sont au service du système mercantile de l'art contemporain. Pour Alfoster, l'absence d'autonomie de la critique engage son impuissance et donc détermine la crise de la critique. Hein. C'est ce qu'il appelle donc la condition post-critique. Voilà. Boris Groys dit à peu près la même chose, si vous voulez, je ne développe pas, mais Boris Groys continue lui aussi de penser que la critique ne peut fonctionner que si elle est autonome. Alors, j'en arrive à peu près à ce que je vais vous dire en conclusion, et je vais quand même vous donner une sorte d'avis, un avis là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir de ces analyses que je trouve fort intéressantes et me semble-t-il assez convaincantes, il est peut-être intéressant de réfléchir à d'autres conclusions, quoi. C'est-à-dire, de la même analyse, peut-être ne pas conclure la même chose. Je m'explique. Peut-être que finalement,
il faudrait réfléchir à une critique, à une pratique de la critique, qui, évidemment, tiendrait compte des pratiques artistiques contemporaines, mais aussi qui tiendrait compte de sa perte d'autonomie au sein du système de l'art. Donc, repenser ce qu'elle fait dans ce contexte, dans le contexte de son assimilation au système. Plutôt donc que de regretter une impossible autonomie, peut-être reconnaître son appartenance au système la conduirait à préciser sa position par rapport à ce système et ce faisant à devenir évidemment très réflexive. Dès lors, les jugements pourraient porter évidemment sur les œuvres et en même temps, dans le même coup, sur le système qui soutient les œuvres. C'est-à-dire que cette critique pourrait peut-être être une critique à la fois esthétique et politique, mais politique dans le sens d'une critique qui s'interroge sur les possibilités d'existence publique des œuvres d'art et sur les possibilités d'existence publique de la critique elle-même. Voilà, je ne sais pas, ça a l'air de tourner un peu en rond, peut-être mon affaire, mais bon, je ne sais pas, j'espère que vous comprenez. C'est-à-dire, finalement, une critique qui serait jugement conjoint d'elle-même, des œuvres, du système de l'art dans lequel tout s'intègre et qui, du coup, peut-être prendrait le risque de la déconstruction du système. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Oui, je m'arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour encore une vue différente, mais d'un endroit qu'on arrive à bien saisir. Et c'est quand même très agréable d'entendre... Je m'excuse, oui, vas-y. J'ai oublié juste de dire une toute petite chose. Parce que je disais, oui, d'une certaine manière, les deux analyses proposées, dans une perspective philosophique et dans une perspective sociale, on va dire, finalement... Dans le micro. Pardon. Oui, ces deux analyses finissent quand même, d'une certaine manière, par se rejoindre. Voilà, sur des plans différents, mais il y a quelque chose quand même, ils disent quelque chose de commun. Oui, j'ai essayé de dire merci de donner cette vision au-delà de ce qu'on en pense quand on est extérieur. C'est-à-dire que quand on est trop extérieur à la chose, on garde l'idée effectivement d'un marché qui fonctionne tout seul, une critique qui fonctionnerait avec le marché, et au fond on retombe probablement dans des condamnations de la critique qui sont très très anciennes et qu'on pourrait retrouver très facilement dans d'autres moments de l'histoire. Et on est assez, avec l'art contemporain, quand on est extérieur à la chose, on a cette vue assez facilement. Enfin, c'est un lieu commun d'aujourd'hui. Et moi, je suis très frappé aussi par cette idée du 19e qui autorise l'art à critiquer le monde. Ça, je trouve ça très intéressant. Tu disais, c'était... C'est-à-dire qu'à partir du moment... C'est-à-dire quand on voit un peu le fonctionnement de la peinture, de la sculpture, elles ont eu un rôle idéologique très très fort. Avant le 19e et au 19e, très très fort. Il n'y a qu'à penser simplement, je ne sais pas, à toutes les sculptures publiques. En fait, ce rôle idéologique a été repris en compte, on va dire, par les médias, etc. Donc, ce rôle idéologique disparaît. Et puis, c'était les producteurs d'images, les peintres. Ce rôle-là disparaît, c'est-à-dire que tout d'un coup, les artistes, finalement, ils n'ont plus de fonction sociale. Et du coup, d'ailleurs, ils vont pouvoir faire des œuvres abstraites, etc. Et bon, voilà, ils n'ont plus de fonction, quoi. Non, mais du coup, la question de la critique sociale, qui courait un peu dans tout ton exposé, devient intéressante. Moi, je pense à critique de cinéma, donc je pense à ce que disait Serge Danet quand il s'est mis à critiquer la télévision, qui n'était pas son sujet, disant qu'il faisait de la critique de cinéma de la vie, en passant par la télé. La télé étant pour lui un tube, en quelque sorte, une sorte de... Enfin, il parlait d'inconscient à ciel ouvert de la société. Et donc, là, j'aime beaucoup cette expression de critique de cinéma de la vie, qui rejoint un peu le point que tu évoques en ramenant cette idée
qu'il y a... Enfin, moi, j'aime beaucoup cette façon d'entendre critiquer le monde, parce qu'on a toujours le mot critique, et là, on entre dans les possibilités de réflexion sur la critique en tant qu'objet, avec d'autres sens du mot critique qui sont philosophiques ou autres. Alors, il y a sûrement des questions, des discussions sur l'exposé de Claire Fagnard, mais aussi de Georges Banu. Hein. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas critiquer le critique, mais si, observateur. Donc, qui a à dire avant une pause sur l'un et l'autre? Nous l'écoutons. Oui, Thierry de Bresson, compagnie du théâtre et de l'oiseau. Oui. En fait, merci beaucoup parce que vous m'avez vraiment donné envie de m'interroger sur une crise de la critique. Mais j'ai envie de commencer très très vite par deux contre-exemples pour moi, Didier Huberman et Thibaudat. Vous avez cité Didier Huberman, je voudrais juste évoquer son livre, je ne sais pas si les gens l'ont lu, Sortir du noir, qui est un livre critique du film Le fils de Saoul. Bon, moi, le fait d'avoir lu ce livre, après avoir vu le film, m'a donné envie de retourner voir le film. Je pense que le distributeur du film, qui n'a pas eu malheureusement beaucoup de succès, aurait été inspiré de distribuer le livre en même temps, parce que peut-être que les gens seraient retournés voir le livre. C'est une expérience très barthésienne, d'ailleurs, d'avoir les deux en même temps. Bon. L'autre exemple, on a évoqué Thibaudat. Bon, je crois qu'il était là ce matin, je ne l'ai pas rencontré. Pour moi, c'est un peu du passé, mais c'était Monsieur Banu a eu deux expressions très fortes, hein, le va-et-vient, et avec Thibaudat, on pouvait revenir. La critique était dans un lieu précis où on pouvait retourner. Et je pense aussi, toujours pour reprendre vos expressions très justes, que Thibaudat, je ne sais pas s'il est encore là, se reconnaîtrait dans géographe et dans cartographe. Et même cartographe du paysage du théâtre universel, donc y compris le Brésil, au sens de Élisée Reclus. Donc on avait une critique universelle, comme on a eu une géographie universelle. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec le monde dans la stratosphère du blog, justement plus du globe, on est perdu, on a un monde de spécialistes. Moi, je n'ai plus de lieu où me retrouver. Ce que j'avais avec... je ne sais pas si vous le vivez comme ça. Et donc, mon interrogation, elle est là, c'est est-ce qu'on peut encore avoir aujourd'hui un esprit critique de la critique ? Est-ce qu'on peut retrouver cette verticalité que vous évoquiez ou cet apprentissage de la critique ? Moi, je n'arrive plus à le faire aujourd'hui. Je m'excuse pour Thibaudat parce qu'il ne publie plus, enfin je ne sais pas où il publie, mais je n'ai plus cette possibilité d'apprentissage de la critique. Juste une précision parce qu'il a dû nous quitter pour assister à un spectacle dans un établissement carcéral dont j'espère qu'il sortira à un moment. Jean-Pierre Thibaudat publie, mais il publie dans la galaxie numérique sur un blog hébergé par Mediapart. Je dirais un peu à propos de ce que vous avez dit, je pense que peut-être, je ne suis pas très défenseur disons, des dichotomies, mais je pense que le terme est devenu très générique. Moi, personnellement, je parlais des critiques qui assurent la critique, comme vous disiez tout à l'heure, suite à une rencontre personnelle d'une expérience artistique immédiate. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit de manière plus ou moins continue. Ce dont vous aviez parlé, c'était plutôt les grands théoriciens. C'est pas ce que je voulais, en tout cas. C'est que je comprends. Je pense que c'est vrai que est-ce que Barthes est un théoricien ou est-ce que c'est un critique? Est-ce que ces livres... ça n'a pas trop d'importance, mais je pense que le statut de la critique est différent quand il s'agit de réagir immédiatement à une expérience unique et historiquement repérable, et le statut du critique est différent quand le critique organise une vision, quand le statut du critique est là pour mettre en perspective un courant, pour mettre en perspective un mouvement général. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, je voulais m'associer à ce que vous disiez, c'est qu'au fond, dans le théâtre aussi, la question qui se pose, critique de l'intérieur ou critique de l'extérieur, ça se pose. C'est-à-dire que critique de l'intérieur, vous apportez en quelque sorte
la garantie non seulement du témoignage, mais aussi de la communication directe avec un artiste dont on reconnaît plus facilement les données artistiques, tandis qu'il y a les critiques qui adoptent la position inverse, les critiques de l'extérieur, qui considèrent que le statut de critique réclame un certain éloignement du producteur de l'œuvre. Donc, je crois que c'est assez important de le préciser. Par exemple, au théâtre, il y a eu des critiques de l'intérieur qui ont été finalement les plus importants. Les critiques de l'extérieur sont des critiques plutôt des critiques qui interviennent directement dans la constitution d'un paysage, mais qui parviennent moins à témoigner de l'expérience concrète de l'œuvre. Et pour ne pas être trop sérieux, je me souviens d'une phrase extraordinaire, Francisque Sarcey, qui est le grand critique de la fin du XIXe siècle, qui était justement très réactionnaire, mais André Antoine, qui était à la pointe de l'avant-garde, du naturalisme, ne se fiait qu'à son adversaire, à Francis Sarcey, lui demandait ce qu'il a pensé, etc. Et à un moment donné, je parlais de témoignages de l'expérience concrète, Sarcey continuait de publier ses critiques, et un jeune comédien lui dit « Mais maître, vous continuez à écrire, mais on ne vous voit plus souvent au théâtre. » Et Sarcey donne sa réponse géniale pour la position qui avait changé. Il disait, mon petit, à mon âge, j'ai cessé de me laisser influencer. Donc, je trouve très joli ça, parce qu'au fond, il y a la différence entre le critique qui est à l'affût du concret de l'expérience et le critique qui a élaboré, en quelque sorte, au-delà de la plaisanterie de Sarcey, le critique a élaboré un système de valeurs qui n'est plus tellement modifiable sous la pression de l'expérience concrète. Et je crois ce que vous disiez, que peut-être les critiques les plus importantes ont été les critiques qui ont été près des artistes. Mais là, avec le rapport avec le marché, il est partout. Une question ? Alors, une question, puis une autre. Je vais essayer d'être rapide. Juste une petite remarque sur la communication de Claire Fagnard, dont j'ai apprécié l'ambition, parce que ce n'est pas facile de faire une sorte de résumé, de problématisation sur 3 siècles. Mais justement, j'aurais peut-être une réserve, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qui me gêne toujours un petit peu, c'est l'opposition, et je rencontre le même problème, moi qui travaille sur le XXe siècle, je ne me suis pas présentée, Dominique Vaugeois, j'ai parlé tout à l'heure, je rencontre toujours le problème effectivement de l'impression de rupture que produit l'étude d'un siècle nouveau, c'est-à-dire le XXe pour moi, le contemporain, par rapport aux siècles antérieurs, le XIXe et le XVIIIe. Et donc j'ai été amenée à travailler sur le XVIIIe pour éclairer un peu ma vision du XXe. Et il me semble que... Alors, je n'ai pas lu Boris, que vous citez, Boris Bois. Voilà, je ne l'ai pas lu. Mais il me semble tout de même que la vision, alors je ne sais pas si c'est lui qui la propose, mais du XVIIIe siècle, comme d'un siècle où la critique justement ne poserait pas de problème et où il n'y aurait pas cette triangulation, me semble peut-être un peu erronée. Je crois qu'il y a exactement les mêmes problèmes. Il y a une réflexion, c'est ce que j'ai dit ce matin, mais un peu trop rapidement, une réflexion profonde sur la légitimité du critique, sur la critique de la critique qui disparaît au XIXe. Donc il me semble que le passage 18e, 19e, puis 20e, 21e est un petit peu schématique et que ça mériterait peut-être d'être réfléchi. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, certainement, je sais pas. Certainement, ça va trop vite. Bon, après, c'était un peu ça le plaisir de la communication. Alors peut-être que c'est pas très... sur le plan universitaire, il faudrait développer, c'est ça. Mais oui, voilà, je ne sais pas quoi dire. Je dirais quand même que
moi, je vois quand même, alors peut-être pas entre le 18e, mais quand même au début du 20e, je vois quand même, alors peut-être que je me trompe, hein, mais je vois une vraie rupture. Là, oui, dans l'art en tout cas, et qui a un énorme impact. Ah ben, qui se maintient après. Non, après ça se maintient, après ça prend des formes différentes. Après, non, mais là, vraiment, entre le passage, si vous voulez, de l'art figuratif, qui fait appel à la perspective euclidienne, etc., et puis tout ce qui va suivre jusqu'à aujourd'hui, alors là, je vois une complète continuité, hein, là, je vois une vraie rupture. Il y avait une autre question aussi. Ça ne me répond pas vraiment dans à la le, question. sur le même rang.